Bonjour à tous et bienvenue dans Talents et Carrière, votre émission dédiée au monde du travail. Cette semaine au programme, comment les échecs professionnels peuvent nous aider au bureau. C'est la thématique de la semaine que nous allons aborder avec nos invités et nous finirons par la pause café avec Quentin Périnel. Et oui, l'échec fait peur, il freine, il fragilise, il isole parfois et pourtant, il peut aussi être révélateur, réaligner, il peut aussi transformer. Il y a plusieurs visions de l'échec. Aujourd'hui, je vous propose d'avoir deux regards complémentaires, celui d'un entrepreneur qui accompagne une start-up et celui d'un expert du management de transition qui voit les rebonds s'opérer au plus haut niveau. Benoît Durand-Tisnès, vous êtes président de Wayden et auteur de Savoir rebondir après 45 ans, devenez acteur de votre carrière. Bonjour. Bonjour Alexia. Alec Henry, vous êtes président et directeur général de Entrepreneurs.com et animateur du podcast Le Déclic. Bonjour Alec. Bonjour Alexia. Alors une petite question pour tous les deux. Déjà, on n'a pas la même définition que l'échec. On ne regarde pas de l'échec de la même façon. Pour un entrepreneur, Alec, c'est quoi l'échec ? Un entrepreneur doit faire preuve de résilience durant tout ce chemin. Donc l'échec, ça fait juste partie du parcours. Selon la perception qu'on en a, soit on va faiblir face à l'échec, peut-être même abandonner, et c'est finalement ça le vrai échec, soit on va grandir et pouvoir avancer à nouveau et donc réitérer pour réussir enfin. Et alors aussi, en tant qu'animateur du podcast Le Déclic, vous accompagnez beaucoup d'entrepreneurs justement d'entrepreneurs.com à parfois qui ont eu un échec et qui veulent justement se faire accompagner. Dans votre podcast, vous accueillez aussi de nombreuses personnalités qui, elles aussi, ont vécu une forme d'échec. Comment est-ce qu'elles le décrivent ? Est-ce que vous avez vu un dénominateur commun ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez, en particulier que vous avez noté ? Complètement. Le dénominateur commun, s'il peut y en avoir un, c'est qu'ils utilisent l'échec pour grandir et le transforment en déclic. Finalement, une prise de conscience qui nous permet d'aller chercher une force intérieure, ou appelons ça comme on veut, et donc aller chercher des résultats beaucoup plus grands que ce qu'ils ne pensaient possible ou accessible avant cet échec ou cette situation, que ce soit professionnelle comme personnelle. Donc beaucoup de résilience du côté des entrepreneurs. Benoît, du côté des dirigeants et cadres, vous accompagnez notamment justement la transition. Comment est-ce que l'échec il est vécu et perçu ? Mais en fait, déjà l'échec, c'est à mettre en relief avec la performance. Et la performance, elle est demandée dans l'entreprise une fois qu'elle est structurée. Et donc, en fait, on parle d'échec parce que c'est la contrepartie d'une contre-performance. Je ne crois pas que la route soit droite. Et je crois que de toute façon, de la même manière qu'Alec le soulignait, finalement, c'est une approche très française, l'échec. Oui. Vous allez dans les pays anglo-saxons, ou peut-être en Suisse, l'échec fait partie du parcours et on apprend. Enfin, il n'y a pas une... Alors, du côté justement des cadres en entreprise, l'échec, ça va être quoi ? Ça va être ne pas avoir une certaine promotion, arriver à un certain âge et se dire qu'on n'a peut-être pas atteint le poste idéalisé au départ, ça va être dans quoi ? l'entreprise, on est en permanence jugé avec des KPI par rapport à ses collègues. On se met en scène soi-même par rapport à un espèce de paramètre de succès et l'échec, finalement, c'est le sien. Oui. Et souvent, c'est entre soi et soi l'échec. Si on le... mais ça peut arriver. On rencontre plus de 1500 dirigeants par an qui viennent se faire licencier. Aujourd'hui, je crois qu'après 45 ans, en France, il y a une espèce d'obsolescence programmée. Et s'il y a 20 ans, il y avait des contre-performances, aujourd'hui, il y a la plupart du temps, c'est pas forcément des échecs, c'est vécu comme un échec, mais c'est simplement qu'on n'est plus la bonne personne au bon endroit parce que les paramètres de l'entreprise font que il faut de la transformation, il faut du changement et on le prend personnellement. Oui, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est très subjectif finalement. Oui. Alec, justement, vous dites aussi qu'il y a des erreurs qu'on ne peut pas anticiper, notamment dans le recrutement. Quelles sont celles que vous avez rencontrées souvent chez les entrepreneurs que vous accompagnez ? La première, c'est de penser que quelqu'un qui va être en capacité de bien se vendre sera en capacité de bien exécuter la tâche pour laquelle il a été recruté. Ah, ça, c'est intéressant. Et ça, c'est la plus grande erreur que la plupart des gens font. La deuxième, c'est qu'ils cherchent finalement quelqu'un qui va être une sorte de couteau suisse, qui va faire un petit peu tout. La fiche de poste idéale qu'un entrepreneur rêverait d'avoir, c'est quelqu'un qui fait tout ce que moi, j'ai pas envie de faire. Sauf que ça ne marche pas, ça n'existe pas, et il faut en avoir conscience. Et la troisième, c'est qu'il n'y a pas d'objectifs qui sont établis. On parlait d'OKR, d'objectifs ou autres. Finalement, s'ils ne sont pas clairs, s'ils ne sont pas établis dès le départ avec un onboarding et une vraie vision de ce qu'on attend du collaborateur en question dans le recrutement,
ça va être compliqué et là, on est face à un échec. Oui, alors c'est vrai que le recrutement est crucial dans l'histoire d'une entreprise. Il ne faut pas se tromper, surtout sur les premiers recrutements. Qu'est-ce que ça révèle de leur rapport à la prise de risque, justement ? Un mauvais recrutement, ça coûte extrêmement cher à une entreprise, surtout en termes de coût d'opportunité, parce que ça vous fait perdre du temps, beaucoup de temps, des mois. On estime qu'un mauvais recrutement coûte en moyenne 150 000 à 300 000 euros à une entreprise, une TPE, PME en moyenne, si ce n'est pas plus, selon certaines entreprises. Donc, il faut être prudent, mettre en place les bons leviers, les bons éléments, sinon, oui, on fait face à un échec et on prend un mur qui, parfois, coûte cher. Oui. Alors, Benoît, vous évoquez régulièrement, justement, le parcours non linéaire. C'est assez important de le souligner, parce que peuvent révéler, justement, les trajectoires un peu plus cabossées, entre guillemets. Est-ce que c'est pas ça la richesse, d'avoir plusieurs échecs et de ne pas avoir un parcours linéaire ? Ce qu'on s'aperçoit dans les grandes entreprises par rapport au recrutement, souvent, c'est que quelque part, l'échec du recrutement, elle vient aussi d'une... je ne vais pas dire d'une incapacité, mais d'une trop grande précision dans les paramètres qu'on essaye de valider pour recruter quelqu'un, comme on le disait il y a 2 minutes. Aujourd'hui, nous, on s'aperçoit que dans le management de transition, on va prendre des gens un peu surcapés pour, à un moment donné, faire une mission spécifique, opérationnelle et managériale, de transformation, de remplacement, de retournement. Et c'est des gens qui sont dédiés à ça. On n'a plus besoin de la personne sur la durée, mais pour une mission. Et je pense que c'est une nouvelle façon d'envisager le travail, et c'est aussi des nouvelles solutions pour une deuxième partie de carrière, en l'occurrence, qui est un peu le spectre dans lequel je m'en occupe dans l'entreprise, pour apporter une vraie valeur ajoutée immédiate. Alors, vous parlez justement de recrutement. Moi, j'ai envie qu'on fasse un tout petit zoom sur le CV. Vous êtes demain recruteur, vous recrutez pour votre entreprise, vous avez un CV avec, de façon assez évidente et assez assumée, un échec entrepreneurial, peut-être un échec ou une mission où on comprend qu'elle n'a pas été jusqu'au bout. Comment vous percevez, alors en tant que Français, mais comment vous percevez ce type de CV ? Pour moi, un CV, c'est un outil marketing qui sert qu'à une chose, déclencher un rendez-vous. Okay. Donc un CV, ça doit être tactique, et ça sert à interpeller le recruteur pour qu'il se dise tiens, j'ai envie de rencontrer cette personne. Donc c'est pas quelque chose qui doit raconter, enfin on ment pas sur un CV bien évidemment, mais moi j'accueille avec plaisir quelqu'un qui à un moment donné est sorti de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui en 2025 c'est pas forcément de sa faute, et qui dit voilà, pendant 1 an je suis parti faire un tour du monde, ou je suis parti essayer de racheter une boîte et puis j'ai pas réussi, ou je suis parti essayer de monter une entreprise avec l'aide de gens comme entrepreneur.com, et puis pour une raison ça m'a pas correspondu, un truc comme ça. C'est pas parce qu'à un moment donné dans sa vie on a un échec qu'on peut pas rebondir et avoir une meilleure trajectoire. Alec, comment vous voyez ces CV ? Je suis totalement aligné, mais je vais aller encore plus loin dans le propos, c'est que pour ma part, je ne regarde même pas les CV. D'accord. Je ne regarde même pas les CV, ou alors éventuellement dans la même mesure, mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère où il y a énormément d'évolutions technologiques, mais aussi économiques, sociétales, globales, et où les attitudes comptent beaucoup plus que l'aptitude en tant que telle. Quelle que soit la compétence, on peut l'acquérir relativement facilement si on a la bonne attitude, si on a les bons soft skills, plutôt que de se concentrer uniquement sur « j'ai fait ci, j'ai fait ça à ce moment », etc. Et ça, c'est la réalité économique dans laquelle on se situe, que ce soit en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que recruteur. Et si on n'en a pas conscience, en fait, on va faire de mauvais recrutements, parce que finalement, ce qu'on recherche, c'est des talents qui sont prêts à comprendre la culture, s'intégrer dans l'entreprise et donner de leur personne pour continuer à avancer avec la mission de celle-ci. Un exemple assez surprenant, parce que certaines personnes disent « voilà, j'ai entrepris, j'ai monté ma boîte, ça n'a pas marché ». Je retourne au salariat, je redeviens salarié. Pour certains, c'est un échec. Est-ce vraiment un échec de redevenir salarié ? Je dirais que déjà, il n'y a pas que 2 chemins. Il n'y a pas le chemin de l'entreprise et du salariat. Il y a aussi, par exemple, aujourd'hui, l'intrapreneuriat. Il y a énormément de choses. On est dans une ère du remote. Il y a le freelancing qui est extrêmement accessible. Donc, il y a plein d'opportunités qui se présentent, en fait, à un talent. S'il y a une personne qui estime qu'elle dispose de compétences et qu'elle n'est pas reconnue à sa juste valeur et qu'elle pourrait mettre à profit d'autres entreprises ses compétences et son expérience, mais qu'elle le fasse. Qu'elle le fasse au plus possible. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, un parcours, c'est pas 1 année, c'est pas 2 ans, c'est pas 10 ans, c'est toute une vie. Et il peut se passer énormément de choses. On peut avoir des gens qui vont effectivement planter une boîte à 30 ans et créer une licorne à 50. Oui. Et c'est grâce à cette expérience qu'ils vont avoir la capacité de pouvoir le faire dans les bonnes conditions. Et d'ailleurs, on reviendra un petit peu sur vos expériences personnelles. Benoît, dans vos missions, vous devez rapidement détecter aussi la capacité de rebondir. Quels sont les signes pour vous qui vous permettent de savoir comment est-ce qu'un manager
est prêt à se relever ou pas tout à fait encore? Mais je pense effectivement qu'une des qualités principales aujourd'hui qu'on va demander, que ce soit aux salariés ou aux entrepreneurs, je tiens à souligner quand même que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. C'est vrai. C'est un peu... C'est très vrai. C'est un peu présenté aujourd'hui comme le Graal de monter une entreprise, etc. Il y a des gens, je suis désolé, le principe du travail en France, c'est quand même majoritairement le salariat, et ça doit représenter 95% des gens. Tout le monde n'a pas les capacités parce qu'il faut des soft skills particuliers, des savoir-être. Et pour nous, c'est l'élément principal. En gros, l'ensemble de nos talents, on rencontre plus de 1500 dirigeants par an, ont tous des grosses études. Je parlais de CV, je parlais de track record, des belles signatures avec des grosses responsabilités. La différence, elle se fait sur les soft skills. Je ne vais pas faire démarrer la même personne dans une entreprise familiale que dans une entreprise qui est gérée par un fonds de private equity un petit peu sharp. Voilà. Et donc, je dirais le bon manager de transition, en l'occurrence, allez, en un mot, c'est celui qui a su passer d'une logique de statut à une logique de contribution. D'accord. Alors, parlons de contribution. Vous, Alec, justement, face à l'échec, eh bien, vous avez dû appliquer à vous-même plein de conseils que vous avez aussi, que vous donnez toujours aux autres. Votre entreprise, elle a connu une grosse crise, malgré un chiffre d'affaires impressionnant. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette erreur de positionnement stratégique? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez su rebondir? Et est-ce que vous êtes appliqué vos propres conseils? Comment ça s'est passé? Oui, bien sûr. L'entrepreneur va, au cours de son parcours, avoir face à lui énormément de challenges. Et déjà, il faut y être prêt. Et je rejoins totalement, tout le monde n'est pas forcément prêt à ça. Et typiquement, là, en l'occurrence, on fait référence à décembre 2021, où effectivement, ça se passe plutôt bien. On est après 1, 2, 3 belles années. On est sur une croissance assez linéaire, où on fait plus d'1 million de chiffre d'affaires par mois à ce moment-là. Et du jour au lendemain, on arrête complètement l'activité. Pourquoi? Parce que réorientation stratégique, parce que plus d'alignement réel entre le produit qui est délivré, la réponse au marché et différentes KPI qu'on avait face à nous, et un repositionnement clair s'opère sur une durée de 6 mois à 1 an où on arrête quasiment complètement l'activité d'entrepreneurs.com pour faire une réorientation qui aura lieu aux alentours de 2022, mi-2022, pour se reconcentrer sur les TPE, les PME, les aider à scaler. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui est né Entrepreneurs.com tel qu'on te connaît aujourd'hui en 2025, avec les chiffres qu'on a, la croissance qu'on a. Mais si, à ce moment-là, je n'avais pas eu la conscience de me dire, en fait, cet échec, il y a énormément de leçons, il y a énormément de clés, il y a de grandes opportunités qui s'offrent à toi, ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on a vécu ces 2 dernières années, ça n'aurait pas existé. Et le message que je suis en train de passer à tous celles et ceux qui nous écoutent, que ce soit des entrepreneurs ou pas, peu importe, c'est que derrière chaque échec, il y a des leçons, certes, mais il y a surtout des cadeaux dont on n'a pas forcément conscience. Et on ne les saura, on ne les verra que si on change de perception face à l'échec. Et je rebondis sur ce qu'on disait au tout début de l'échange, c'est la perception très franco-française de l'échec par rapport au monde anglo-saxon, où, sans vouloir faire de comparaison et de raccourcis, où l'échec, on va te mettre une étiquette et on va plus miser sur toi, on va plus compter sur toi, on va plus croire en toi. Et du coup, tu vas y croire. Et donc, tu ne vas plus croire en toi toi-même. Alors que de l'autre côté, c'est complètement différent. Plus tu as d'échecs, plus tu as de valeur et plus tu as de capacité à pouvoir rebondir et enfin réussir. Moi, j'ai envie de vous poser une petite question personnelle, parce que là, vous parlez de l'entreprise, de stratégie, on sent l'ambiance, la redirection. Mais quand on est un homme face à cette décision, comment est-ce que, justement, vous vous dites OK, là, à ce moment-là, je dois avouer que je dois tout changer? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que, justement, votre déclic a été de savoir accepter de toucher le fond? Non, pour faire simple, je pense que le plus important dans le parcours d'un entrepreneur, mais aussi d'un salarié ou d'un homme, d'une femme, peu importe, c'est de savoir toujours se remettre en question. C'est de ne pas prendre les choses pour acquises et de se dire, OK, et si j'avais complètement tort sur toute la ligne, et si j'étais prêt à me remettre complètement en question, et si, en fait, tout ce que je faisais depuis le début, c'était faux. S'il y avait une complète autre voie. Et ça fait remettre en question énormément de choses aussi qu'on entend dans notre entourage. Quand on veut se lancer, quand on est déjà lancé, qu'on veut avancer, qu'on nous dit « mais non, tu vas pas y arriver, ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais pourquoi en tant que, j'en sais rien, paysagiste, poissonnier ou autre, tu vas utiliser cette stratégie alors que tous les autres ne font pas ça ?» Tu risques d'échouer. Ouais. Mais en fait, si tu n'essayes pas, tu échoueras assurément. Ça, c'est sûr. Alors que si tu essayes, peut-être qu'il y a une autre voie et tu réussiras. Benoît, vous avez connu également dans votre parcours Oui, je l'ai connu et je rebondis un petit peu sur ce que Alec disait, c'est que je crois qu'en fait, une des qualités de l'entrepreneur, et on voit bien l'exemple,
c'est qu'en fait, ils passent les courbes de deuil en temps réel. C'est-à-dire qu'en fait, la capacité à pouvoir rebondir, à se reprojeter dans le positif, elle vient du fait, vous savez, les courbes de deuil, c'est à chaque fois qu'il y a un changement de votre vie, il y a refus, colère, tristesse, résignation, et puis après on reconstruit, engagement, etc. Et tant qu'on n'est pas dans l'engagement, on ne peut pas avancer. Une des qualités de l'entrepreneur, c'est pas la seule, c'est le fait de dire j'en fais une force. C'est toute cette phase descendante, je l'ai déjà passée. Et en fait, nous, ce qu'on s'aperçoit avec les dirigeants, et c'est un des éléments majeurs qu'on fait quand on sélectionne les managers de transition, qui sont souvent des gens qui sortent de l'entreprise, c'est est-ce que tu as passé ta courbe de deuil ? Est-ce que tu es déjà dans le positif ? Parce qu'on a des gens qui arrivent, qui vous donnent des cartes de visite avec leur adresse personnelle, parce que ils ont tellement l'habitude d'avoir une existence sociale au travers de la carte de visite qu'il faut. Il y a des gens qui vous disent, ils vous parlent de l'entreprise dont ils viennent de sortir, ils disent encore « nous sommes au présent ». Mais attends, tu as quitté l'entreprise, maintenant c'est la vie d'après. Et c'est hyper dur, hein, c'est très très complexe. Mais l'entrepreneur, quand on vit des situations difficiles, moi j'ai monté Wayden, je suis le fondateur de Wayden. Aujourd'hui, on fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est un des leaders en France du management de transition. Mais c'est que, en permanence, on est confronté à des choix. Il faut se relancer en permanence, mais il faut passer les courbes de deuil en temps réel, et en tout cas avant toutes les équipes, pour pouvoir les embarquer et les accompagner. Est-ce que l'échec est devenu une compétence professionnelle, j'ai envie de dire ? Est-ce qu'il ne faut pas passer un petit peu par là ? Non ? Il faut complètement passer par là. Oui, après de là à dire c'est une compétence et qu'on va aller le rechercher, je dirais que ça dépend en fait de notre volonté à vouloir croître. Au plus tu vas avoir envie d'avoir une croissance accélérée, haute, grande et des ambitions hautes, au plus tu vas t'exposer, selon ta vélocité de croissance et la rapidité à laquelle tu vas aller chercher, à des risques. Donc au plus tu as des risques, au plus tu t'exposes à l'échec potentiellement. Mais si tu es OK de dealer avec ça et que tout est extrêmement clair dès le départ, parfait. On y va. Si par contre, on est dans une approche beaucoup plus terre-à-terre, organique, bon père de famille, où on va aller chercher 3, 4, 5, 8, 10, 15% de croissance annuelle avec un certain EBITDA et créer quelque chose de solide, déjà, c'est une très belle réussite. Et aujourd'hui, on galvanise des grandes réussites, des gros scores, et sur les réseaux, on a l'impression que tout est facile et on claque des doigts, on gagne de l'argent. Surtout chez les entrepreneurs, quand même. On a la sensation qu'on devient entrepreneur, on devient très vite milliardaire, mais c'est pas le cas. Alors que c'est complètement faux. C'est ni facile, ni rapide, ni simple. Sur les réseaux sociaux, on montre que la belle face c'est sûr. du truc. Que la face visible de l'iceberg. Mais alors justement, si on parle d'échec, on peut aussi parler de réussite. Est-ce que vous, par exemple, dans l'accompagnement que vous faites aux dirigeants, Benoît, est-ce que vous accompagnez aussi au changement de paradigme, c'est-à-dire un dirigeant qui lui-même estime vivre un échec et en fait vous l'aidez plutôt à repositionner cet échec comme plutôt un rebondissement pour aller vers plus de réussite ? Alors nous, on sélectionne des managers de transition qu'on accompagne avec une méthodologie pour aller dans l'entreprise, aider un dirigeant à pouvoir faire une transformation. Cette transformation, elle va être liée à une organisation, à la mise en place d'un processus, à un redressement, aussi à des crises de croissance, parce qu'il faut structurer plus rapidement pour accompagner la croissance. On ne fait pas de coaching spécifique, mais c'est intrinsèque. En fait, si vous voulez, dans le changement, ce n'est pas les outils, les processus. La vraie clé du changement, c'est l'humain. Et dans l'humain, il y a le dirigeant, dans l'humain, il y a les collaborateurs, dans l'humain, il y a toute l'entreprise, y compris le manager de transition. Donc c'est pour ça que c'est un métier qui n'est pas fait non plus pour tout le monde. En termes de communication, comment est-ce qu'on doit communiquer lorsqu'on clôture une entreprise ou lorsqu'on doit quitter un poste ou dire à des collaborateurs que l'aventure est terminée? Est-ce que vous avez des conseils à donner à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent pour savoir bien communiquer l'échec? Déjà, je pense que le premier point, c'est qu'il faut privilégier le fait de se taire plutôt que de ne pas raconter la vérité. Ça, c'est hyper important. Et donc, être face aux choses telles qu'elles sont. Et dans le cas où on choisit le fait de parler, il faut parler en transparence. Aujourd'hui, on est dans un monde avec les réseaux sociaux, le personal branding, énormément de choses qu'on peut raconter autour d'un parcours d'entrepreneur et d'une entreprise, où il y a ce fameux concept de build in public. Et les gens adorent et adhèrent à ce message parce qu'ils s'identifient à un entrepreneur, et d'autant plus lorsqu'il y a des failles, il y a de la vulnérabilité, il y a des faiblesses, il y a des échecs. Donc, moi, je dirais qu'il faut profiter de cette opportunité si on est en capacité de le faire et que ça peut nous servir à titre personnel. Si ça ne nous sert pas forcément besoin de le communiquer. Et également lui donner du sens. Bien sûr. Donner du sens à l'échec pour justement savoir rebondir par rapport à ça. Je vous propose de continuer la discussion avec notre super chroniqueur Quentin Périnel pour la pause café.
Quentin Périnel, bonjour. Bonjour. Alors, vous connaissez bien ce sujet puisque vous avez écrit également un livre sur le sujet, n'est-ce pas? Oui, qui n'était pas un échec, mais qui a été publié en 2020 pendant le Covid, malheureusement. Donc, qui n'a pas eu le... Qui n'a pas eu le succès, du coup. Si, bon. Il a eu un certain succès, voilà, mais j'aurais espéré davantage. Oui. Donc, et si on parlait plutôt de mes succès, comment, comment j'ai trouvé les échecs des winners? Comment j'ai traqué les échecs des winners? Alors, comment vous avez traqué les échecs des winners? C'est très amusant parce que j'ai eu l'idée de faire ce bouquin que je trouvais sympa, l'angle est sympa. Et puis en France, il y a un certain tabou. Enfin, vous savez, le storytelling à l'américaine n'est pas le même à la française. Vous en avez un peu parlé. Et mon premier réflexe, c'était de passer un coup de fil à Bernard Tapie. Ah oui. Qui est décédé depuis. Mais j'avais son numéro, je ne sais plus, quelqu'un, quand j'étais en stage chez Europe 1, il y a très longtemps, m'avait donné. Et j'avais appelé Bernard Tapie, qui, à ma grande surprise, avait répondu. Et c'est la première fois que je parlais du projet du bouquin. Et donc Tapie m'écoute, explose de rire, et me dit, vous n'avez rien compris, les gens s'en foutent des échecs, parlons plutôt de mes succès. Et j'ai dit, sauf votre respect, moi je crois que non, il y a une matière à creuser, etc. Il m'avait dit, non, vous n'avez rien compris. Tac, raccroché à la tronche. Je fais un SMS pour dire, si vous changez d'avis, machin, il me répond avec un smiley. Et là, j'ai eu la certitude que j'avais un sujet, qu'il y avait un sujet, en fait. Parce que avec une telle... C'est viscéral, si vous... Et donc ensuite, ce bouquin est né, donc des personnalités m'ont répondu sur ce sujet. C'est amusant ce que vous disiez, soit on est honnête, soit on ne l'est pas. Certains ont peut essayer de jouer. Certains ont été honnêtes, certains ont essayé de déformer un succès en échec. Oui. Je ne cite pas de nom, on peut lire le bouquin, mais en fait, avec l'échec, c'est une matière qu'on peut travailler. Et c'est ce qui est certain aussi, c'est que la France a la culture française a un vrai problème avec ça. Mais ce que vous dites, Quentin, c'est assez intéressant parce que je ne trouve pas ça si négatif que ça, que de présenter l'échec comme étant quelque chose qui a été apprenant, qui a été justement un élément pour rebondir et pour quelque part en tirer tellement de leçons qu'il en devient un succès. Oui. Donc finalement, en fait, c'est juste une façon de la narrative, une façon de raconter les choses. Et puis d'ailleurs, il y a je sais plus, mais dans le bouquin, quelqu'un me racontait que plus on échoue vite dans la vie, mieux c'est. Parce que plus on a vécu un truc de dingue, alors qu'au contraire, si à 20 ans, vous montez une start-up et vous êtes une licorne, vous êtes le roi du pétrole et vous allez tomber d'autant plus. La chute peut être très grande. Exactement. Et l'échec peut se retourner en fait sur quelque chose où quand on accomplit tellement de choses très vite. Oui, c'est un vaccin dans une certaine mesure. Si vous avez une tôle, votre humilité, donc je suis un être humain, vaccin. Voilà. C'est quasiment médicinal. Mais bien sûr, et on a le droit de refaire. Mais en France, c'est compliqué. C'est comme la question du diplôme. Vous voyez, en France, de la même manière que sur l'échec, les gens sont très tatillons avec le diplôme. C'est-à-dire que n'importe quel centralien est quelqu'un qui a raté Polytechnique. Ah bon? Oui. Vraiment? Tous les centraliens ont raté Polytechnique. Et c'est pareil pour les écoles de commerce, etc. Et ça, c'est pareil, la culture du diplôme en France, toute la vie professionnelle, ça reste dans un coin de la tête. Et d'ailleurs, on est le seul pays au monde qui se présente avec un diplôme. Est-ce qu'il y a une différence entre un jeune, sur la notion d'échec, entre 20 et 25 ans, voire même en dessous de 30 ans, et un plus senior? Pourquoi vous me regardez? Non, parce que je vous regarde parce que vous avez écrit un livre sur le sujet. Donc, mais vous n'êtes pas du tout le plus senior d'entre nous. Vous avez écrit un livre sur le sujet, après 45 ans, devenez acteur de votre carrière, savoir rebondir. Donc justement, est-ce qu'il y a une différence de génération par rapport à la notion d'échec, selon vous? Pardon. Moi, je pense qu'il y a une différence de perception qui est liée à une différence de culture. J'ai des filles aujourd'hui d'une vingtaine d'années. Elles ont moins peur que moi à l'époque. Oui. Mais c'est culturel et c'est générationnel. Et c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'aujourd'hui, on a tellement d'informations qu'on est se libérer et on peut avoir plus rapidement une façon de changer la façon de voir. Et puis cette génération qui est la mienne et celle d'avant, plus de 45 ans, c'est une génération, comme Quentin disait, qui est fortement attachée à des codes, à des cases qu'on coche. En gros, en France, ta vie dépend de la note que tu as eue en maths à 18 ans. Mais c'est toujours le cas, non? Je me pose vraiment la question, moi. Est-ce que les gamins de 18 ans, les résultats du bac sont tombés, est-ce que les gamins
sont toujours attachés à ça. Est-ce que ce ne ça sont pas perdure? les parents aussi? Ce sont Oui, peut-être les parents, les injonctions qu'il peut y avoir au niveau de la famille. Est-ce que ce n'est pas à la génération justement plus jeune de venir donner un autre regard sur l'échec? Je pense qu'on a tous un petit peu de travail à faire par rapport à ça. Moi, je suis un échec cuisant pour mon papa qui voulait que je fasse un bac scientifique que je n'ai jamais eu. Mais justement, face à ça, c'est une superbe question parce qu'il y a deux mondes aujourd'hui. Il y a celui des entrepreneurs qui se lancent et aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est le meilleur levier de liberté que je puisse connaître et deux, le meilleur levier d'élévation sociale que je puisse connaître. Parce que c'est accessible à tous, il suffit juste de se lancer, de faire et de réussir. Dit comme ça, c'est facile, mais ça ne l'est pas du tout. Et le deuxième, c'est par rapport justement au monde du salariat, où effectivement, le diplôme est intéressant, est important, mais on en parlait tout à l'heure, les soft skills et les attitudes plus que les aptitudes, dans un monde où la capacité à utiliser les bons outils, l'intelligence artificielle ou acquérir des compétences rapidement va absolument tout changer et redistribuer les cartes, qui permet effectivement, oui, on va peut-être les 5 premières années de sa vie ou de sa carrière à avoir une carrière qui est propre au diplôme qu'on a eu à la base, mais très rapidement, on va réussir à sortir du lot et changer complètement de trajectoire et peut-être devenir manager, N+1 ou autre, dans des grands groupes même. Mais, exact, mais je prenais un café il y a quelques jours avec un patron d'une boîte de conseil qui ne recrute que des X et des centraliens et me disait qu'effectivement, même il y a des petites tensions entre des petites frictions, des frustrations. Même quand on est plus senior, ça reste. C'est assez hallucinant, ce tatouage qui ne se voit pas, mais qui. Les routes est longue, on en a tous pris. Enfin, ils en ont tous pris pour 40 ans dans leur vie. Et on s'aperçoit que les plus grands succès, on parlait des licornes et de ça, c'est les Apple et tout ça sont construits avec des gens qui avaient entre 40 et 50 ans. Bien sûr. Pas des fentes. Mais il ne faut pas oublier que Mark Zuckerberg n'a pas terminé ses études avant de lancer Facebook. Donc on peut se dire, est-ce qu'il faut aller vraiment jusqu'au bout de ses études pour réussir? Pas forcément. On peut aussi se dire, voilà, un échec peut conduire vers une voie entrepreneuriale qui a quand même fait l'une des plus grandes entreprises au monde. Si on devait donner un seul mot de la fin pour un message à tous ceux qui vivent en ce moment un échec, qu'est-ce que vous auriez à leur conseiller, Alec? Plutôt que de se concentrer sur l'échec et comment le vivre, demandez-vous quelle est la réussite. C'est quoi la réussite pour vous? C'est très subjectif, on parlait de subjectivité tout à l'heure. La réussite, c'est pas justement uniquement l'opposé de l'échec, c'est aussi plein d'autres choses. Et peut-être que l'échec fait partie du chemin pour l'atteindre. Très bien. Moi, je crois qu'il faut, une fois qu'on a passé sa courbe de deuil, aller dans l'action. Et il y a une question qui est fondamentale et qui est libérante si on la pose, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur? Ok. Très bien. Et moi, je vous encourage à lire mon bouquin. Et non, plus sérieusement, dans mon livre, Charles Pépin, donc le philosophe, explore cette question de l'échec. Et je dois confesser que Charles Pépin, je suis extrêmement jaloux de lui. Car un de mes échecs, c'est de ne pas être Charles Pépin. Je suis admiratif. Mais la vie est longue, Quentin. Peut-être que vous arriverez un jour à être un Charles Pépin, on vous le souhaite en tout cas. Merci infiniment, messieurs. Merci. Savoir rebondir, c'est peut-être ça justement le vrai talent, rebondir. Merci infiniment. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission sur Le Figaro TV.